Dans l'actualité du 13h15, vers une interdiction du port intégral du voile dans l'espace CEDEAO, les chefs d'État de l'espace communautaire réunis à Abuja plaident donc pour une interdiction des vêtements qui ne permettent pas l'identification des personnes qui les portent. Une mesure sans précédent dans une région majoritairement musulmane. Avis de vous retrouver. Le 48e sommet des chefs d'État de la CEDEAO s'est achevé ce jeudi à Abuja, au Nigeria. Au centre de cette rencontre au sommet, le sujet de la paix et de la lutte contre le terrorisme. Le communiqué final de la rencontre rappelle la nécessité pour les pays membres de la CEDEAO de mener une riposte coordonnée dans le partage des informations et des renseignements. Les chefs d'État de la CEDEAO pointent du doigt les vêtements qui ne permettent pas l'identification des personnes qui les portent, notamment le voile intégral. Le point complet des résolutions avec Jean-Emmanuel Ouedraogo. Le communiqué final de ce 48e sommet de la CEDEAO à Abuja invite les pays membres à mettre en œuvre les protocoles de la communauté. Le marché commun, l'augmentation du commerce intracommunautaire sont des grands défis à relever. Sur la question de l'insécurité et de la menace terroriste, les chefs d'État mettent en avant la nécessité du partage de renseignements et annoncent la mise en place d'une force d'intervention rapide au Sahel. La conférence pointe du doigt le port du voile intégral et de façon générale les vêtements ne permettant pas l'identification des individus et appelle à leur interdiction. Chaque pays a exposé les difficultés qu'il connaît, non seulement à l'intérieur de ses frontières, mais aussi à l'extérieur, lié naturellement à la question du terrorisme. Nous avons aussi examiné la question de la circulation des personnes parce que l'intégration, la finalité de l'intégration, c'est que quand même les peuples de l'espace CEDEAO puissent circuler librement. Et nous avons aussi abordé d'autres questions, ces questions par exemple la question des maladies, la question des infrastructures routières, ces questions-là qui sont liées au développement et qui doit favoriser l'intégration. La bonne conduite de la transition au Burkina Faso a été saluée. La conférence lance un appel aux nouvelles autorités. Afin d'assurer le développement durable, le sommet exhorte les nouvelles autorités politiques du pays à poursuivre le processus de réforme du secteur de défense et de sécurité, ainsi qu'à persévérer dans les efforts de consolidation de la démocratie, de la réconciliation et du renforcement de la cohésion nationale. Le sommet lance un appel à la communauté internationale afin qu'elle accompagne le Burkina Faso, notamment dans son processus de réforme et apporte un soutien à sa relance économique. Le mandat cadré d'Iré Ouedraogo arrive en terme en 3 mois. Mars 2016, le prochain président de la commission de la CEDEAO sera béninois et son adjoint gambien. En marge du sommet, le président de la transition, Michel Kafando, et le président sénégalais, Macky Sall, ont eu un entretien en tête-à-tête. Un tête-à-tête qui a permis aux deux chefs d'État de lever des incompréhensions nées de la médiation menée par le président sénégalais au lendemain du putsch du 16 septembre 2015. Jean-Emmanuel Ouedraogo et Ali Doubadini de retour d'Abuja. Le président Michel Kafando s'entretient en tête-à-tête avec Macky Sall. Le président sénégalais a fait l'objet de vives critiques lors de sa médiation après le putsch du 16 septembre dernier, jugé trop conciliant avec les putschistes. C'est l'occasion ici pour les deux chefs d'État de lever de façon définitive les incompréhensions. Le plus important a été préservé. Le plus important, c'était d'abord la paix, c'était de préserver les vies, c'était aussi que le Burkina retrouve le chemin de la démocratie grâce au génie de son peuple, comme j'ai eu à le dire. Des élections libres, transparentes et démocratiques ont été organisées. Mais l'essentiel, c'est la marche du pays vers le progrès. Et pour cela, j'ai tenu à le féliciter et il a tenu à venir me voir, bon, ce qui était quand même important. Quand il y a un tel parcours, il y a toujours des incompréhensions, il y a toujours des problèmes qui se posent. Des problèmes, on en a connus, notamment autour du coup d'État que nous avons malheureusement connu. Mais je dis au président que lorsqu'on est responsable, évidemment, on doit toujours transcender toutes ces difficultés, toutes ces incompréhensions. Et je sais qu'il me l'a dit, moi aussi je l'ai reconnu.
Donc au total, ce qu'il faut retenir, c'est vraiment que le président Macky Sall, aidé à un moment donné par le président Yahya Boni, se sont véritablement engagés à aider le Burkina à sortir de cette situation. J'ai demandé au président Macky Sall, il a été l'un des principaux artisans de vraiment cette victoire-là, alors de venir en personne assister à l'investiture du président Roch Kaboré, il l'a promis, et donc nous l'attendons à Ouagadougou dans une semaine pour cet événement-là. Le président du Faso a également eu, en marge de ce sommet de la CEDEAO à Abuja, une entrevue avec son homologue bissau-guinéen José Mario Vaz, dont le pays sort d'une grave crise politique. Et puis, environ 180 Burkinabés expulsés de la Libye viennent de regagner le Bercail ce 17 décembre dans la soirée. Et ce, après un séjour de quelques mois pour certains et plusieurs années pour d'autres. Les raisons de leur retour avec Abdourahmane Zongo. La Libye n'est plus une lubie, mais une phobie pour ces 179 migrants burkinabés de retour. L'avion caresse le tarmac, les cars restent immobilisés. La gardienne de la paix se presse de sécuriser le périmètre. Après plusieurs heures de vol, il foule le sol natal. Le bal des arrivées est en branle en cette nuit glaciale du 17 décembre. Hier, loin des yeux, mais aujourd'hui sans peur, ils sont près du cœur de la patrie, la meilleure. D'ailleurs, le meilleur n'est pas toujours ailleurs. Pour sortir, pour faire le travail même, ça c'est un problème. Peut-être tu fais, on ne te donne pas. C'est pour cela qu'on voit que ça ne va pas. Donc on a disposé l'espace pour retourner, venir chez nous. Peut-être on va trouver autre chose à faire. Mais vraiment, ce qui passe à nous là-bas, c'est pas bon. Moi, je suis malade, j'ai pris balle sur mes pieds. C'est pas vraiment ce qui... C'est pas nous tous qui est là. Il y a des gens même qui sont là-bas en prison. Ben, on est content, on est fiers de nos pays. Ce retour volontaire est facilité par l'OIM, Organisation internationale pour les migrations, en collaboration avec le gouvernement et avec le soutien des partenaires. C'est un pays qui traverse vraiment des turbulences. Donc, ces Burkinabés ont exprimé le désir de retourner chez eux. Nous allons d'abord les aider pour rentrer dans leur village d'origine. Suite à cela, élaborer un business plan et les appuyer pour la mise en œuvre d'une activité génératrice de revenus. Au total, 600 migrants vulnérables sont attendus à Ouagadougou. Et puis à Bobo-Dioulasso, l'association interprofessionnelle Mang du Burkina Faso fait le bilan de sa campagne 2015. Il s'agit de rechercher les meilleures solutions pour aider la filière mangue. Surtout quand on sait que cette année, les parasites et autres insectes nuisibles du manguier ont quelque peu agi sur la production. Moussanou sur place à Bobo-Dioulasso. La filière mangue Burkina en chiffre, c'est 31 118,596 tonnes de mangue exportées ou transformées en 2015, soit une hausse de 59% par rapport à l'année écoulée. Sur initiative de l'APROMAB, des producteurs, des transformateurs et des commerçants sont réunis ici pour dresser le bilan de la présente campagne de mangue et des activités menées. Le plus grand problème qui demeure la lutte contre la mouche de fruits a été mené de front. Nous sommes le 15e produit et réfugié en France pour cause de mouches de fruits. L'Union s'est battue avec les autres maillons au cours de l'année pour faire face à cette question. Outre ces maillons, la filière mangue a aussi bénéficié au cours de l'année 2015 de l'appui de certains partenaires comme la SNV, le PAFASP et le ministère en charge de l'agriculture. Il est important que tous les efforts soient consentis pour éradiquer justement cette mouche des fruits. Et je pense que des dispositions sont prises à travers l'intervention des instituts de recherche pour permettre effectivement de venir à bout de ce fléau-là. Cet atelier bilan est un rendez-vous important pour la filière mangue. Il doit permettre aux acteurs de faire la reddition des comptes, d'apprécier les performances des différents maillons et surtout de tracer les lignes pour les années à venir. Et quand les parasites et autres insectes nuisibles des pesticides sont utilisés, dans les régions de la boucle du Moun et des Hauts-Bassins, une étude publiée récemment montre que ces produits permettent de réduire, voire annuler les nombreux préjudices causés aux cultures par les insectes. Mais pas seulement. Ces pesticides ne sont pas sans conséquences sur l'environnement, la santé humaine et animale. Explication, Karim Sissé.
L'utilisation des pesticides aide à augmenter la production agricole, mais peut aussi avoir des répercussions sur l'environnement, la santé humaine et animale. C'est ce qui ressort d'une étude menée par le projet PIC-FAO sur l'analyse des résidus des pesticides. Des utilisateurs qui eux-mêmes ne connaissent pas bien les produits, donc des produits qui ne sont pas des produits aussi homologués, parce que les gens ne connaissent pas, alors ils l'utilisent. Et c'est pourquoi justement ces études sont importantes pour répertorier tous les pesticides qui sont utilisés, les classifier selon donc la dangerosité et pouvoir donc informer et les utilisateurs, bien sûr, et les producteurs pour que justement on puisse prendre des précautions dans l'utilisation des pesticides. Les résultats d'une telle étude s'avèrent capitaux, a laissé entendre le représentant de la FAO. Ils permettront aux populations d'avoir une agriculture saine, respectueuse de l'environnement. Pour nous, en tant que FAO, nous pensons que ça va aider au niveau national et au niveau régional le comité sahélien des pesticides sur le feedback du devenir de ces pesticides qu'il homologue au niveau de Bamako, au niveau du comité sahélien des pesticides. Cette étude sur l'utilisation des pesticides a été réalisée dans la boucle du Moun, les cascades et les hauts bassins. Elle permettra d'aider à identifier les pesticides non homologués sur le marché. À Kaya, dans le centre-nord du Burkina, une foire de petits ruminants et de volailles a ouvert ses portes le 17 décembre 2015. Une foire initiée par le projet Résilience et Croissance économique dans le Sahel, croissance accélérée et accompagnée par un pôle d'ONG soutenu par l'USAID. Une opportunité d'affaires en cette fin d'année. Étienne Bassia. Foire des petits ruminants et volailles dans la région du centre-nord. Sur la place de la mer de Kaya, transformée pour l'occasion en un marché, moutons, chèvres et pintades sont les vedettes. C'est le cas des coqs d'Abdoulaye Sabadogo qui force l'admiration de plus d'un. Ces coqs, c'est pour l'amélioration de la race locale. Voilà, donc ce sont des coqs, on fait le métissage avec donc, la race locale et on obtient donc une race améliorée. Voilà, donc nous les vendons à 7500 francs, voilà, donc l'unité. L'attraction de cette foire est incontestablement ce bélier d'origine nigérienne. Son propriétaire Étienne Sawadogo dit être prêt à le lâcher à un acheteur seulement capable de débourser une somme de 600 000 francs CFA. Bon, avec les conseils des techniciens de l'élevage, comme ce n'est pas une race locale, bon, nous, quand même, on s'est nourri leurs conseils et on a pu les élever. Suscité par le projet Résilience et Croissance économique dans le Sahel, croissance accélérée, et accompagné par un pool d'ONG, cette fois a pour finalité de faciliter les relations commerciales entre les différents acteurs du secteur de la région. Nous avons organisé donc ces foires-là pour permettre à ces ménages-là à qui on a appris comment élever la volaille, comment prendre soin du petit ruminant pour que seulement donc elles puissent mettre sur le marché leur production. Cette foire financée par le peuple américain à travers USAID va durer jusqu'au 20 décembre prochain. Retour à Bobo-Dioulasso, où depuis quelques mois, un arbre sur la rue Vicence demeure l'attraction des passants de la rue. L'arbre sert de support pour des lampes alimentées par une plaque solaire installée sur l'arbre. Tout un symbole pour le porteur du projet. Décryptage du message avec Ahadi Sandamba. Rue Vicence de Bobo-Dioulasso dans la nuit. C'est un arbre qui sort de l'ordinaire. Il est lumineux et force l'admiration des usagers de cette rue. Cependant, ce n'est pas un sapin de Noël, même si nous sommes en décembre. C'est plutôt un arbre porteur d'un message. L'arbre qui porte des fruits de lumière. Nous voudrions dire que quelquefois nous nous rendons compte que pour électrifier une rue, on est obligé d'abattre tous les arbres qui sont sur la rue. Désormais, nous pouvons bénéficier de l'ombrage de nos arbres, des fruits de nos arbres, mais également, en plus, l'arbre va se prêter à nous pour porter les lampes et pour servir d'éclairage nocturne. Un concept qui serait né suite à des difficultés rencontrées sur un chantier. Une fois, nous étions allés chez un client et nous avons failli ne pas réaliser l'installation parce que bon, les problèmes liés à l'orage. Voilà, pour la première fois, nous avons eu l'idée de placer
notre panneau sur l'arbre. C'est ainsi que cette aventure a servi à développer une initiative pour faire de l'arbre un support plutôt que de le détruire. Certains ont abattu des arbres pour faire de l'espace, pour que les rayons solaires puissent atteindre le panneau qui est installé sur le toit. Alors, parce que l'énergie solaire se veut écologique, alors, et il devrait pouvoir être possible de réaliser des installations écologiques. Comme pour dire que l'arbre, en aucun cas, ne saurait constituer un obstacle à toute installation solaire, car en plus du panneau, l'arbre, grâce à ses branches, porte également la batterie et les autres accessoires, comme vous le constatez dans ces images. Et puis décédée le 15 décembre 2015, Jacqueline Marie-Thérèse Kizerbo sera inhumée ce samedi 19 décembre 2015 à Toma, dans le Nayala. Le gouvernement de la transition rend hommage à cette héroïne des droits de l'éducation en Afrique. Le Premier ministre Yacouba Isaac Zida et accompagné des membres de son gouvernement sont allés hier dans la soirée s'incliner devant sa dépouille. Pascal Kané. C'est une nuit de prière pour le repos de l'âme de la défunte, mais surtout une nuit d'action de grâce pour la vie bien accomplie de Jacqueline Kizerbo. Alors, autorités, amis et simples connaissances sont là pour accompagner la famille Kizerbo dans cette démarche spirituelle. Les prières sont ponctuées de témoignages sur la vie de Jacqueline Kizerbo. Ses anciens élèves du lycée Zenda Kabore et ses camarades de lutte syndicale et politique n'interrogent pas d'éloges pour l'épouse du professeur Kizerbo. Tous se souviennent de son engagement pour l'éducation et la conscientisation de la jeunesse. Morceau choisi avec Jean-Baptiste Ilbodo, ancien ambassadeur. Elle nous a marqués et j'ai aperçu quelques Zendaïens, entre autres, Yamebouli de Gonzague et nos sœurs du Bourg Normand. Cette dame nous a pris en main comme ses petits frères, comme ses enfants. C'est cet engagement pour le Burkina Faso que le Premier ministre, accompagné de quelques membres du gouvernement, est venu saluer. Le corps de Jacqueline Kizerbo sera transféré ce vendredi à Toma pour une autre veillée de prière. La mise en accusation devant la Haute Cour de justice de deux ex-ministres, la probable implication de l'ancien président Blaise Compaoré dans le dossier Thomas Sankara et la situation au Niger sont les sujets qui retiennent l'attention des quotidiens de ce vendredi 18 décembre. La revue de presse signée Issa Lankwande. La mise en accusation par le CNT de deux ex-ministres devant la Haute Cour de justice fait la manchette des parutions du jour. Lucien Marie-Noël Bembamba et Sidi Paré mis en accusation affichent notre temps. Lucien Bembamba, ancien ministre des Finances du gouvernement de Blaise Compaoré, devra répondre des faits de détournement de deniers publics et d'enrichissement illicite. Sidi Paré, lui, se voit reprocher sa connivence avec les putschistes de septembre. En plus de s'être affiché en leur compagnie, l'ancien ministre de la Sécurité et de la Transition a eu des prises de parole faisant de lui leur complice. Aujourd'hui au Faso, dans ses news du VSD, informe du lancement probable par la justice militaire d'un mandat d'arrêt international contre l'ancien président Blaise Compaoré dans le dossier Thomas Sankara. Même si l'information reste à confirmer, pour le journal, la prochaine inculpation de l'ancien locataire du palais de Kossiam ferait suite à celle du général Diendéré pour assassinat et recel de cadavres. En page internationale, le quotidien consacre son édito au Niger qui est plongé dans une incertitude sécuritaire avec la mise aux arrêts de plusieurs officiers supérieurs. En attendant de savoir ce qui leur est reproché, le journal flaire un complot au sommet qui pourrait fragiliser davantage l'État et le livrer comme une proie au péril djihadiste. Le Niger se porte déjà assez mal au vu des dissensions entre le pouvoir et l'opposition au sujet du fichier électoral en vue des élections de février prochain. Et cette nouvelle crise, poursuit le journal, met le pays dans une zone de turbulence très dangereuse pour ses institutions et sa démocratie. Le pouvoir gagnerait plutôt, selon le journal, à établir la paix avec ses opposants s'il ne veut pas voir le pays sombrer et s'offrir aux djihadistes qui n'attendent que ça. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de votre attention. Très bonne suite de programmes sur la RTB. Au revoir.